Bonjour Emmanuel Grégoire. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, député de Paris, candidat socialiste à la mairie de Paris. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée ce matin par Fabrice Vesserreton du groupe EBRA. Je vais y arriver, les journaux régionaux de l'Est de la France. Bonjour Fabrice. Bonjour chère Oriane, bonjour Emmanuel Grégoire. Bonjour. On va commencer par le budget, Emmanuel Grégoire. Les députés qui ont donc repris hier l'examen du budget de la sécurité sociale, vous allez aboutir à un compromis ? Je ne sais pas, parce que c'est un travail progressif dans lequel chaque amendement compte. Pourquoi chaque amendement compte ? Parce que la copie de départ n'allait pas. Il y a eu la première lecture qui a été très exigeante, sur laquelle évidemment nous ne nous retrouvons pas totalement, mais dans lequel le groupe socialiste et apparenté a obtenu d'immenses victoires, notamment la suspension de la réforme des retraites et bien d'autres choses. Et donc c'est amendement après amendement. La partie 1 a été examinée, nous commencerons cet après-midi la partie 2, et donc c'est un travail de longue haleine. Il est très exigeant, mais je crois qu'il est empreint de responsabilité. On ne peut pas considérer que la situation peut être prise à la légère. Le pays a besoin d'un budget, ça ne peut pas être à n'importe quel prix, mais c'est une exigence de stabilité, parce que l'absence de budget frapperait d'abord les plus fragiles. Et donc, on est déterminé à mener ce travail qui donne sa chance au Parlement de prendre ses responsabilités. Mais est-ce que ça veut dire que le vote des députés socialistes est acté ? Bien évidemment que non, puisque c'est un processus. C'est amendement après amendement qu'on voit l'évolution. Donc là, vous pourriez encore voter contre ? De la copie, bien sûr, je le dis. Et puis d'abord, nous en déciderons collectivement autour de notre président Boris Vallaud et de notre premier secrétaire Olivier Faure. On ne peut pas avoir une position a priori, puisque c'est un processus de débat. Et si la copie vous convient, vous voterez quoi ? Vous irez jusqu'à voter pour ? Sur le PLFSS, rien ne l'exclut. C'est sur la partie... Mais un vote pour ou une abstention ? Ça dépend. Nous avons eu en première lecture un vote favorable. C'est plus compliqué sur le projet de loi de finances, chacun le sait. Mais ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, c'est dans ce qu'il reste du socle commun, qui n'a plus grand-chose de commun, que ce nous, sans doute, la plus grande difficulté. À force d'extravagance, à force de surenchère, on en oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est que le temps nous invite au compromis, pas aux compromissions. Mais eux, ils disent pareil de vous. C'est-à-dire, ils disent les socialistes, ils ont obtenu la suspension de la réforme des retraites, ils en demandent encore et encore. Est-ce qu'à un moment, vous aussi, vous allez arrêter la surenchère ? Non, d'abord, il n'y a pas de surenchère. Ce sont des sujets qui sont très distincts les uns les autres et dans lesquels, notamment, notre objectif sur la partie projet de loi de financement de la sécurité sociale était d'obtenir la suppression des mesures d'économie qui pesaient directement sur le pouvoir d'achat et ou sur la qualité des soins en direction des Français et des Français. Mais par exemple, sur les franchises médicales, est-ce que vous êtes prêt à un compromis ? Non, on n'est pas sur ce point-là. C'est un point dur. Ils le savent et nous l'avons annoncé depuis le début, depuis la copie initiale du gouvernement. Donc on ne les prend pas par surprise et qu'à l'échelle globale du budget, chacun doit faire un effort. C'est pas seulement. Donc c'est à la moindre hausse des franchises médicales, c'est un vote contre. On verra. Encore une fois, je vous le dis, c'est pas une décision que je prends seule. Et deuxièmement, c'est une position qui est prise sur une globalité dans laquelle on le sait déjà. Tout ne nous satisfera pas, mais dans lequel nous nous battons pour qu'il y ait de plus de mesures qui soient utiles aux Françaises et aux Français. Donc c'est un processus parlementaire inédit dans l'histoire de notre République, en tout cas de la 5e. On verra si la confiance qui est donnée au Parlement peut se justifier. Mais les socialistes sont sortis de Matignon lundi en disant nous avançons. Sur quoi vous avez avancé ? Quelle avancée a obtenu Olivier Faure du plein de choses, notamment sur la première lecture. Et elle demande à être confirmée par la seconde lecture, puisque le Sénat a assez méthodiquement, et en cohérence avec ce qu'il pense d'ailleurs, redéconstruit ce qui avait été bâti pendant des semaines et des semaines et des centaines d'heures de débat à l'Assemblée nationale. Donc en deuxième lecture, les choses vont un peu plus vite parce que le processus est un peu simplifié. Et donc nous devons rétablir d'une certaine manière les orientations qui ont été les nôtres sur la question, par exemple, de l'augmentation des moyens de l'hôpital public, sur la question de la protection du pouvoir d'achat et du reste à charge en matière de soins. C'est-à-dire quand vous avez besoin d'aller chez le médecin, il était prévu que ça vous coûte beaucoup plus cher qu'avant. Et bien ça, c'est des choses sur lesquelles nous nous battons. Et on verra à la fin de la semaine, puisque c'est probablement à la fin de la semaine que nous aurons abouti au moins sur l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, si ce budget est digne d'être soutenu ou, en tout cas, qu'on puisse justifier une abstention. Ça porte un déficit à combien si toutes vos mesures sont retenues ? Ça dépend un peu. Vous vous rappelez qu'au début de la discussion budgétaire, nous avions demandé une réduction de l'effort global d'économie pour le pays.
Nous avons obtenu des choses avec deux moyens. Soit vous obtenez des recettes d'un côté, soit vous diminuez les dépenses de l'autre. Donc ça a consisté à plaider pour des recettes et à plaider pour des dépenses. Et donc on verra à la fin ce qui est possible. Nous pensons qu'il est possible de dégager plusieurs milliards d'euros. Et ça passe notamment par des augmentations de recettes, que ce soit d'ailleurs en financement de la sécurité sociale ou en projet de loi de finances. Et nous faisons notre travail, on essaye d'être utile, je crois qu'à la fin. Mais c'est quoi l'objectif, par exemple, pour le budget de la sécurité sociale? C'est de rester autour de 20 milliards de déficit? Rester autour de 20 milliards, mais globalement, nous avons annoncé qu'on voulait, notamment sur le déficit global de l'État, autour de 5%. Voilà, c'est un objectif macroéconomique, c'est un peu compliqué, on ne va pas rentrer dans le détail ici, démontrant deux choses. La première, c'est que faire trop d'efforts budgétaires aurait un effet contre-productif, notamment récessif, parce qu'il pèserait sur le pouvoir d'achat, donc sur la consommation. Il faut pouvoir engager notre pays sur une trajectoire de réduction de son déficit, mais qui soit soutenable et pas contre-productive, qui conduirait donc, en réalité, à l'aggraver, ce qu'a fait la droite depuis plusieurs années, en réalité. Est-ce que vos partenaires de gauche vous suivent? Est-ce que les écologistes, les communistes sont sur la même ligne que vous de recherche d'un compromis et d'éventuellement vote d'un budget de la Sécu? D'abord, ce n'est pas notre matrice. Ce n'est pas notre obsession. On n'est pas écologiste, on n'est pas communiste. Il se trouve que nous avons beaucoup de combats communs et on se retrouve ensemble. Mais le groupe socialiste, il a une ligne politique. C'est une ligne politique qu'il assume, qui est celui d'une responsabilité qui consiste d'une certaine manière à se comporter dans l'opposition avec la même hauteur de vue que si on était en responsabilité. Sinon, ça s'appelle de la démagogie. Et ensuite, avec les communistes et les écologistes, il y a de nombreux combats sur lesquels nous nous réunissons, qui permettent d'ailleurs l'adoption d'amendements en fonction des circonstances et en fonction des alliances qui se dessinent dans l'hémicycle. Mais encore une fois, les socialistes ont une ligne autonome et entretiennent un dialogue régulier, permanent, avec les écologistes et avec les communistes, qui fait que nous nous réunissons très souvent. Mais vous essayez de les convaincre de cette... Bien sûr, mais on essaie de convaincre tout le monde. C'est un travail de conviction, c'est un travail d'abord de détermination et d'engagement. Ça peut aboutir ? Je pense, oui, je pense qu'il y a un chemin. Je vais vous donner un exemple. Hier, quand est examinée la motion de rejet du PLFSS qui est déposée par LFI, les écologistes et les communistes n'ont pas suivi ça, pas tous en tout cas. Les écologistes se sont majoritairement abstenus et c'est une façon de donner sa chance au débat. Et je crois qu'au moins sur ce principe-là, nous nous réunissons à gauche hors LFI. Vous essayez de les convaincre ou de réaffirmer la ligne socialiste qui a quand même beaucoup souffert depuis l'élection d'Emmanuel Macron? Vous avez totalement raison. Nous essayons de les convaincre et de réaffirmer la ligne. La ligne, c'est d'abord, pour avoir une ligne, il faut avoir une voix qui porte. Il faut avoir une voix qui se distingue. Et d'une certaine manière, depuis plusieurs mois, les socialistes ont une voix qui s'affirme, qui se distingue dans la recherche de solutions et de décisions qui soient utiles aux Françaises et aux Français. Ça nous vaut les quolibets un peu acide de la partie de la gauche qui n'est prête à aucun compromis parce qu'ils ne veulent pas gouverner ni avoir, entre guillemets, cette expérience d'y prétendre. Mais je crois que ça permet aussi de faire entendre une voix nouvelle, une voix utile aux Françaises et aux Français, à nous d'être bons et à nous d'en convaincre les électeurs. Est-ce que vous dites on a fait une erreur en demandant à Sébastien Lecornu de ne pas utiliser le 49.3 ? Non, je ne le crois pas. Parce que vous ne pouvez pas pendant 40 ans dire il ne faut pas de 49.3 et puis un jour changer d'avis. Ce n'est pas évidemment possible. Il se trouve que le 49.3 est un outil de circonstance qui peut être pratique dans ces moments où l'Assemblée nationale ne s'est pas dégagée de majorité. Mais c'est un instrument profondément anti-parlementaire, profondément antidémocratique. Boris Vallaud, quand on lit son interview de dimanche, on n'a pas l'impression qu'il ferme la porte au 49.3. Mais ce que dit Boris Vallaud, c'est que ce n'est pas les socialistes le problème. Ce qu'il dit, c'est que le socle commun est en train d'exploser en mille morceaux. Et c'est le problème du Premier ministre et du gouvernement. Mais imaginons que vous trouvez un compromis, vous, avec le gouvernement. Il y a un budget de la sécurité sociale qui vous convainc. Est-ce que vous en voudrez à Sébastien Lecornu d'utiliser le 49.3 ? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez le pousser à le faire ? Non, s'il y a un compromis, il n'y a aucune raison d'utiliser un 49.3. À l'évidence. Peut-être que vous, le compromis vous va, mais qui ne va pas à Horizon, qui ne va pas au LR, et que du coup, la majorité de l'Assemblée ne le votera pas. Nous irons au bout de cette logique, et le Premier ministre probablement tombera. C'est ainsi. Et on voit bien, vous vous souvenez un sujet... Et la suspension de la réforme des retraites avec.
Oui, mais ça, c'est pas notre faute. Ce sera la faute de ceux qui n'en ont pas. Ce sera la faute de LFI et ce sera la faute de la partie du socle commun qui ne veut pas, donc vous lui entre dites, guillemets, quoi qu'il arrive, pas de 49.3. prendre ce qui est à prendre. Et on le voit dans les débats avec le groupe Horizon, par exemple. Ce sont des débats qui montrent que le groupe Horizon ne me semble plus appartenir au socle commun, ce qui est un peu paradoxal quand on sait qu'ils ont des membres au gouvernement, etc. Il y a une discipline qui ne s'impose même plus aux ministres et à leur groupe, d'une certaine manière. Et c'est incompréhensible pour les Français. Mais encore une fois, on vit une période inédite. Les Français ne le découvrent pas, ils l'ont même choisi. On fait avec. Et je crois que ce moment un peu historique où on fait confiance au Parlement est un moment dont on doit en responsabilité se saisir pour faire avancer les choses. Fabrice ? Oui, une réaction de votre part sur une actualité judiciaire. La chef de la CGT, Sophie Binet, a été mise en examen pour injure publique après avoir traité les patrons en janvier de rats qui quittent le navire. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette décision judiciaire, enfin en tout cas, cette procédure judiciaire? Oui, c'est une procédure. D'abord, rappeler que la procédure de mise en examen pour diffamation est une procédure automatique. Procédure automatique, c'est pas une décision judiciaire, puisque c'est un principe en matière de diffamation, la mise en examen est automatique. Donc c'est une mise en examen qui n'a absolument pas la même valeur qu'une mise en examen dans des affaires, par exemple, de corruption, etc. Sur le fond. Et deuxièmement... Sur le fond. Sur le fond, je ne suis pas autorisé à contester ce genre de choses. Encore une fois, la mise en examen, elle est automatique. Sophie Binet, elle a une liberté de parole qui est liée à sa fonction. Elle est à la tête d'une grande organisation syndicale et je crois qu'elle l'exprime, elle peut le faire avec des mots que je peux ne pas partager. Et je suis très soucieux de la liberté de parole de nos responsables politiques en général et de nos responsables syndicaux également. On va parler des municipales. Vous êtes le candidat socialiste aux municipales à Paris. Est-ce que vous allez faire l'union avec la gauche dès le premier tour ? Alors avec la gauche, sans LFI, puisque ni eux ni nous ne le souhaitons, et je veux être d'une clarté absolue là-dessus. Je rappelle que Sophia Chikirou a dit que l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas un maire socialiste à Paris. Donc voilà, ça clôt un débat qui était clos chez moi depuis longtemps. Mais oui, je souhaite avoir une union la plus large possible de la gauche. On y travaille. C'est un chemin long, exigeant, parce qu'à Paris, c'est une élection très compliquée. Il y a beaucoup de candidats. C'est beaucoup de choses à caler. Ça bloque avec les écologistes ? C'est pas que ça bloque, c'est que c'est long, parce qu'il y a beaucoup de détails, et donc il n'y a rien qui bloque. C'est un processus en cours. Les communistes, c'est fait ? Bon, écoutez, les communistes, les discussions sont bien avancées. Vous vous doutez bien que je ne vais pas dire sur un plateau de télé les détails de nos discussions. Ce serait ni respectueux de mes partenaires, ni normal dans le processus. Un accord ? Est-ce qu'il y aura une liste commune, socialiste, écologiste, communiste ? Je suis très confiant pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une cohérence à cela. Une cohérence, c'est 25 ans de partage des responsabilités, et y compris qui renvoie au fait que quand la LFI nous critique, c'est en réalité toute la majorité qui le critique. Et deuxièmement, parce que je crois que nous avons construit une vision politique de la transformation de la ville, avec nos nuances, évidemment, avec nous-mêmes, j'allais dire, chacun nos qualités et nos apports différents, qui donnent de la cohérence à cette union. Et donc, ça suppose, comme toute union, que chacun fasse des efforts. C'est valable en politique comme dans la vie privée. Et je pense que nous allons y arriver, je suis très confiant. Avec une liste que vous mènerez, vous ? Oui, je pense. Ça, c'est acté. C'est vous qui serez la tête de liste. C'est pas un argument d'autorité, c'est un argument d'efficacité. Tout montre que je suis celui qui aujourd'hui a le socle le plus solide pour emmener cette majorité. Mais je ne veux pas, encore une fois, c'est pas un argument d'autorité, c'est je veux en convaincre les partenaires que c'est la chose la plus utile pour que Paris reste à gauche. Chacun comprend que je suis le seul candidat qui peut empêcher Paris de basculer à droite avec Rachida Dati à sa tête. Ou Pierre-Hugues Bournazel, d'ailleurs, d'une certaine manière. Donc il faut essayer d'être rassembleur, et c'est mon rôle, d'ailleurs, d'y concourir. Je dois faire des efforts pour deux. Voilà. Est-ce que le refus d'une union avec LFI, ça vaut aussi pour le second tour ? La réponse est oui, catégoriquement. Je ne peux pas envisager de travailler avec quelqu'un qui lance sa campagne en disant « il ne faut pas de maire socialiste à Paris ». Et je le dis, c'est pas valable qu'à Paris. C'est un sujet de confrontation quasiment dans toutes les villes de France, ou au moins dans toutes les grandes villes de France. C'est deux stratégies de gauche. C'est une stratégie... C'est deux gauches irréconciliables. C'est pas de gauche irréconciliable, puisqu'il y a des moments de vérité dans l'histoire, et c'est les électeurs qui choisissent. C'est pas des affaires d'appareil, ça. Les électeurs se retrouvent, et ils peuvent, en fonction des circonstances, choisir les choses. Pour vous dire les choses clairement, à Paris,
si je souhaite être maire de Paris et tous les gens qui m'entourent avec moi, nous devons séduire des gens qui, à un moment donné, ont voté pour Jean-Luc Mélenchon ou pour Emmanuel Macron. Voilà. Et donc, on s'adresse à tous les électeurs. Mais je veux m'abstraire, je veux mettre au-dessus des querelles de parti, des affaires de parti. Moi, je n'ai qu'une adversaire, c'est la droite, c'est Rachida Dati. Le reste, à moi, à nous, d'être suffisamment convaincant pour convaincre les électeurs que si on veut que Paris reste à gauche, il faut voter pour notre liste de rassemblement. Pour éviter qu'elle affiche au second tour, c'est votre objectif? Oui, c'est bien sûr, bien sûr. C'est l'objectif de tout le monde, et je le crois, d'être le plus haut possible. David Béliard, il y a 3 semaines, dans une interview à la Tribune Dimanche, il disait s'il n'y a pas une seule candidature de gauche au second tour, nous ne gagnerons pas. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Techniquement, non, c'est pas obligatoire parce qu'il y a plein d'hypothèses. Ouvrir la porte d'une alliance avec encore une LFI. fois, ne perdons pas de temps à faire des conjectures sur la configuration du second tour, etc. Concentrons-nous sur la présence sur le terrain, sur les expressions médiatiques, sur la pédagogie sur notre projet. Aujourd'hui, moi, j'ai engagé une très grande phase de dialogue avec les Parisiens. On organise des dizaines et des dizaines de réunions pour parler avec les Parisiens. Concentrons-nous sur l'essentiel, c'est-à-dire convaincre les électeurs. On verra bien au soir du premier tour quelle est la configuration. Et encore une fois, j'espère être en situation d'être maire, mais c'est les électeurs qui choisissent et ça s'appelle la démocratie et c'est sain, il faut vivre avec ça très sereinement. Anne Hidalgo, la maire sortante, n'a pas été tendre avec vous ces dernières semaines. Est-ce qu'aujourd'hui, elle vous soutient clairement? Non, ça n'a pas été tendre, c'est une évidence. Je n'attends plus sa tendresse d'ailleurs parce que voilà, c'est ainsi. Son soutien et son soutien Non, je suis passé à autre chose, je vais vous dire. Il vous serait pas utile? Est-ce qu'il vous serait même défavorable? Je n'en sais rien, Et c'est pas, encore une fois, je ne pleure pas sur le lait renversé. Nous avons eu un long parcours commun avec Anne Hidalgo. Ce sont des années dont je suis très fier. J'ai adoré travailler avec Anne Hidalgo. Elle a un jour décidé autrement. J'ai assumé nos différences, je les porte, je les revendique, y compris dans la campagne qui s'annonce. Je suis à la fois très fier de notre bilan et très lucide sur les choses sur lesquelles nous devons améliorer, en tout cas sur lesquelles les Parisiennes et les Parisiens nous attendent, sur des améliorations. Je le fais avec la liberté que j'ai et que j'entends mettre en œuvre avec détermination et responsabilité. Vous l'avez dit, votre adversaire, c'est Rachida Dati. Est-ce qu'elle peut continuer et commencer même à faire campagne en étant toujours ministre? Ça pose un problème absolument majeur sur le plan du droit électoral. D'abord, je vous le dis, je recense tout ça méticuleusement. Elle utilise à outrance son ministère pour l'instrumentaliser au service de la campagne. Je crois que personne qui l'observe n'en est dupe. Je ne crois pas que les Parisiennes et les Parisiens en sont dupes non plus. Vous le recensez pour faire quoi? Pour porter ses frais de campagne devant la justice en disant qu'elle a fait campagne aux frais du ministère? C'est-à-dire que c'est interdit et ça renvoie quand même à quelque chose qui est assez profond dans l'image qu'elle dégage. C'est qu'elle se croit tout permis. Elle fait des choses qui sont inconcevables sur le plan du droit. Je ne parle pas de ses affaires et de son renvoi en correctionnel. Ça, c'est le travail de la justice, c'est pas le mien. Mais dans la pratique démocratique, il y a un usage. Je vais vous donner un exemple. En 2020, quand Benjamin Griveaux puis Agnès Buzyn s'étaient engagés dans la campagne municipale, ils avaient, dans l'instant, démissionné du gouvernement, comme c'est non pas seulement l'usage, mais en réalité la loi et la rigueur des dépenses électorales qui peut l'imposer. Rachida Dati se croit, entre guillemets, totalement libre et dans une impunité totale. Elle a tort, la justice va le lui rappeler et moi je me chargerai de le lui rappeler quand le moment s'y prêtera. Donc aujourd'hui, vous considérez qu'elle fait campagne aux frais du ministère? Bien sûr, je le considère, je le documente et ça pose un problème à l'évidence, mais je pense que ça devrait poser un problème. Bien sûr qu'il devrait démissionner. Il n'y a jamais un ministre n'a fait campagne pour une élection aussi majeure en restant dans son ministère. En plus, vous l'imaginez, le ministère de la Culture a une résonance à Paris particulière. Elle multiplie les déplacements comme ministre qui n'ont aucun autre objectif sans doute que de nourrir les effets de sa campagne électorale. Mais ça, je ne crois pas que les Parisiennes et les Parisiens s'y laisseront prendre. Rachida Dati, elle se dit extrêmement choquée par des propos que vous avez tenus concernant le logement social en disant la droite de Dati n'aime pas le logement social sauf lorsqu'il s'agit de loger sa propre famille. Est-ce que vous regrettez ces propos? Non, je ne les regrette pas, je les assume totalement. Et par ailleurs, excusez-moi, ce n'est pas moi qui ai dit ça le premier. Ce sont des maires de droite qui ont dit ça. C'est la maire du 8e arrondissement, c'est Philippe Boujon, le maire du 15e, qui confirme que Rachida Dati a menti. Elle a menti puisqu'elle avait dit que sa sœur avait eu un logement social via son employeur. Ce n'est pas vrai.
Le maire du 15e lui-même confirme que c'est la commission d'attribution. Moi, j'ai aucun commentaire à faire sur la sœur de Mme Dati. Elle a, comme tout le monde, le droit à un logement social. Je souligne simplement 2 choses. C'est que statistiquement, c'est quand même plutôt bien joué de faire attribuer, de voir sa sœur avoir un logement social. Et la deuxième chose que je veux dénoncer, c'est la duplicité de Rachida Dati, y compris dans la réponse un peu folle qu'elle me formule. C'est que les arguments pour lesquels sa sœur aurait eu légitimement, je le dis légitimement et je ne le conteste pas, un logement social, il y a encore plus de 200 000 personnes qui, sur les mêmes critères, mériteraient. Or, qu'est-ce qu'annonce en parallèle Rachida Dati ? Qu'elle fera 0 logements sociaux de plus. Et nous rappelons qu'elle s'est opposée systématiquement à tous les logements sociaux. C'est ça qu'on veut dénoncer. C'est souvent une duplicité entre les principes qu'on entend appliquer aux autres et les principes qu'on s'applique à soi-même. Vous faites du logement votre priorité de campagne, notamment la question des logements inoccupés. Vous estimez qu'un logement sur 5 n'est pas utilisé à des fins d'habitation. Comment vous allez lutter si vous êtes élu contre ce que vous appelez vous-même un gaspillage immobilier ? C'est un gaspillage immobilier qui est insupportable. La situation du logement est critique dans notre pays. Elle est critique dans les grandes villes et notamment dans le Grand Paris et à Paris. Nous devons réquisitionner. Il y a des millions de mètres carrés qui sont vides. Ce sont soit des logements, soit des locaux vacants. C'est intolérable d'imaginer qu'il y a 3500 personnes qui dorment à la rue. À Paris, ce sont les recensements assez constants depuis plusieurs années. Alors qu'il y a des millions de mètres carrés vides. Et donc, 2 choses. 1, c'est réquisitionner les logements. Et la deuxième chose, c'est lutter contre Airbnb et les meublés touristiques. Je veux interdire les meublés touristiques permanents. Ne pourront être meublés touristiques que quand les Parisiens partent en vacances et qui veulent louer leur appartement. Quand on veut louer une chambre, il faut revenir, entre guillemets, à la priorité absolue de tous les logements à leur vocation initiale, c'est-à-dire d'héberger des résidents permanent. On ne peut pas avoir un tel niveau de pression sur le pouvoir d'achat, un tel niveau de pression sur le sans-abrisme et l'hébergement d'urgence, sans prendre la mesure de la gravité. Je m'y attaquerai avec un volontarisme qui sera absolu. Un dernier mot, Fabrice. Oui, là aussi sur l'actu, avec cette décision, cette demande d'annulation de la préfecture de police du concert sur les Champs-Élysées du 31 décembre. Comment vous analysez cette décision ? Je ne la comprends pas du tout. J'imagine qu'elle est motivée par des sujets de ressources humaines de la part du préfet de police. Enfin, on pourrait annuler tous les événements et renoncer à tous les plaisirs de la vie. C'est une décision grave. Imaginerait-on annuler le défilé du 14 juillet, etc. Ce serait un symbole, je le crois, extrêmement préjudiciable à l'image de notre pays, pas à l'image de la capitale seulement. C'est un événement populaire que je connais bien pour l'avoir suivi depuis des années, dans lequel il y a aucun problème important, si ce n'est ceux inévitables qui arrivent à chaque rassemblement, mais c'est un événement qui se passe extrêmement bien, qui est extrêmement sécurisé, et donc je ne comprends pas cette demande. Si je suis maire, je compte m'y opposer fermement. On ne veut pas renoncer, entre guillemets, à tout ce que font ces grands moments de joie collective. Pourquoi pas annuler le Tour de France, etc. Enfin, c'est sans limite, ces raisonnements. Et donc, je discuterai avec le préfet de police et le ministre de l'Intérieur, puisque c'est sans doute à ce niveau-là que la décision se prendrait. Mais je pense qu'il faut que nous fassions collectivement attention à ne pas céder à la morosité et garder ces moments festifs et de joie qui sont par ailleurs importants sur le plan économique parce que ces événements-là sont aussi ceux qui relaient l'attractivité de la ville, sa beauté. Et vous savez combien les habitants et les touristes du monde entier y sont attachés. Nous aimons Paris, j'aime Paris et on va continuer à l'aimer. Merci Emmanuel Grégoire. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Fabrice, la une du Dauphiné Macron en Chine, mission impossible. C'est à la une de votre journal. C'est une question quand même. Je précise. Oui. Merci Fabrice.